Claire Novak, Francis Allais. Francis Allais, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, je vous vois, mais je ne vous entends pas. Vous m'entendez là? Oui, c'est formidable. On vous entend et on vous voit. Très bien. Vous avez publié de très très nombreux ouvrages. Je ne peux pas citer tous les titres, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Il y en a un qui m'a fait rire en relisant. C'est surtout le sous-titre, parce que vous avez publié chez Actes Sud en 2011 du bon usage des arbres, et le sous-titre disait « Un plaidoyer à l'attention des élus et des énarques ». Alors comme on va supprimer l'ENA, il faut refaire le sous-titre. Je ne sais pas si on les appellera les ISPARC à la place, mais en tout cas, il faut actualiser le sous-titre. En tout cas, pour vous, l'arbre ne fait pas la forêt, puisqu'il faut distinguer les forêts des plantations d'arbres. On va en parler dans quelques instants. Et puis Claire Novak, avec vous, de l'Office national des forêts, qui va réagir. Bonjour Claire. Bonjour, bonjour. On commence avec Francis. Formidable. Francis Allais, vous dites, il faut distinguer les forêts des plantations d'arbres, autrement dit la forêt naturelle, la forêt productive, c'est pas pareil. Pourquoi est-ce que cette distinction doit être absolument radicale? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des zones d'intersection? Sans aucun doute, je viendrai là-dessus après. Mais dans un premier temps, je voudrais attirer l'attention sur les différences entre forêt et plantation. En France, on a tendance à mélanger les deux. Vous remarquerez qu'on parle de la forêt des Landes. Évidemment, ce n'est pas une forêt, c'est une plantation. Bon, alors une forêt, c'est un écosystème naturel. Ça ne coûte rien à la société, ça s'installe tout seul. Il n'y a pas besoin d'un tran, il n'y a pas besoin de travailler le sol, etc. Il y a beaucoup de biodiversité, c'est l'endroit le plus riche en biodiversité. Les sols sont excellents, c'est les meilleurs sols, à condition qu'on laisse au moins une partie des bois morts pourrir sur le sol. C'est ça qui enrichit les sols et c'est ça qui génère la nouvelle biodiversité. La durée de vie est infinie. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Les seules vraies raisons de s'arrêter, c'est des changements climatiques, mais beaucoup plus puissants que celui qu'on est en train de vivre. La résilience est très intéressante parce que ça soit contre les tempêtes, contre les feux, contre les parasites et les pathogènes, le plus résistant, c'est la forêt elle-même, la forêt naturelle, la forêt, tout simplement. Maintenant, les plantations, c'est artificiel. Il faut des investissements lourds, et c'est d'ailleurs une industrie, et ça comporte une espèce, généralement, parfois deux. C'est un peu mieux qu'une seule, mais très souvent c'est une espèce exotique, et tous les arbres sont de même âge puisqu'on les plante tous en même temps. Alors en Espagne ou au Chili, ça sera des eucalyptus. En France, ça a tendance à être des sapins de Douglas. En Malaisie, c'est des palmiers à huile, etc. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que les plantations, c'est de l'agriculture. C'est très rentable, mais il faut utiliser des intrants, des engins lourds, il faut travailler les sols, etc. La durée de vie est courte parce qu'en fonction des besoins du marché, on abat des arbres très jeunes, de plus en plus jeunes d'ailleurs. Alors ça n'a donc rien à voir avec un écosystème. Claire Novak, est-ce que vous êtes d'accord avec une distinction aussi radicale? Parce que j'ai découvert une notion en préparant ces états généraux, parce que chacun aura compris, je ne suis pas un spécialiste, un expert de ces questions-là, c'est la notion d'éthique de la multifonctionnalité. Donc l'idée, sache qu'on peut comprendre, que la forêt est multifonctionnelle, ce qui n'est pas exactement ce que dit Francis Allais tout de même. Et non seulement qu'elle est, mais qu'il y a une éthique de cette multifonctionnalité. Oui, absolument. C'est un petit peu ce qui distingue d'ailleurs les forestiers français par rapport à d'autres types de gestion forestière dans le monde. Pour revenir tout au début sur les termes du débat que vous avez utilisé, avec cette séparation très forte que fait M. Allais entre la forêt comme un écosystème naturel et la plantation comme un écosystème artificiel, c'est vrai que pour moi, en tant que gestionnaire forestier, la forêt naturelle, elle n'est pas improductive, ce n'est pas quelque chose qui serait stérile, et la forêt productive, elle n'est pas complètement artificielle non plus. Puisque l'homme, en particulier en Europe, puisque c'est la zone que je connais le mieux, a quand même une relation très intime à ces écosystèmes, y compris à ces écosystèmes forestiers. On parlait de la forêt comme quelque chose qui était en dehors de la civilisation. En réalité, la forêt a quand même toujours été investie par la civilisation. L'homme manipule, touche, se repose sur ces écosystèmes pour vivre, se chauffer, se nourrir depuis extrêmement longtemps. Et donc l'homme agit sur ces écosystèmes. Parfois de façon très légère, la cueillette de champignons, la cueillette de fruits, parfois de façon beaucoup plus massive avec des phénomènes de coupe qui ont été très très forts effectivement en France au moment de la révolution industrielle et qui ont concerné de très vastes étendues. Donc cette action de l'homme,
elle est là. Elle est là sur ces écosystèmes qui ont été façonnés par notre présence depuis des milliers d'années. Et on en voit Donc, encore au fond, des ça traces. n'existe pas, c'est ça que vous nous dites, la forêt Disons primaire ou la forêt naturelle. Vous allez me transformer le duo en duel là, dans quelques secondes. Disons que la forêt Je que sens que j'ai Francis sous allait les bout. yeux, la forêt que j'ai sous les yeux et sous les mains, puisqu'on continue à la gérer, effectivement, c'est une forêt qu'on a l'habitude de travailler depuis très très longtemps. Et c'est notre honneur de forestier. Mais là, on parle de la France, Je parle aujourd'hui, bien sûr, uniquement de la France. c'est ça. Et même, on pourrait même faire un zoom sur l'Île-de-France. Et donc, quand on dit, par exemple, les plantations, c'est artificiel. Certes, les plantations, c'est artificiel. Mais on a fait des choses artificielles en forêt depuis très longtemps. Le simple fait qu'on soit dans la forêt, qu'on plante des arbres fruitiers, qu'on les retrouve encore des siècles plus tard à certains endroits, qu'on voit encore aujourd'hui la flore forestière qui est celle des anciens campements romains, nous montre que l'acte de l'homme, il est toujours là. Francis, je vous redonne la parole après. Francis Allais, je voudrais vous entendre. Alors, éthique de la multifonctionnalité, ça ne vous convainc pas? Non, excusez-moi. Je voudrais dire un mot d'abord sur la résilience des plantations. C'est très impressionnant parce que ce soit en face des tempêtes, des feux ou des pathogènes, les plantations sont beaucoup moins résilientes que les forêts naturelles. Je lis dans Le Monde ce matin même, 13 avril, une histoire des scolites de l'épicière dans la région de Verdun. On met ça automatiquement sur le changement climatique. Ça a l'air d'être une évidence pour la personne qui a rédigé ça. Pour moi, ce n'est pas du tout une évidence. C'est d'abord une erreur d'altitude. Les épicéas, ça ne devrait pas être à très basse altitude, mais nettement en moyenne montagne. Et surtout, c'est une plantation. Et donc, c'est normal que la résilience ait diminué. Alors, encore un mot sur les plantations. Ça se termine par des coupes rases, très souvent, hélas, malheureusement. Et le public est furieux. Et la coupe rase, il ne faut pas perdre de vue que c'est d'abord quelque chose de très laid et de très brutal, mais c'est aussi une stérilisation des sols, puisque tout ce que les arbres ont sorti comme minéraux du sol, eh bien, on l'exporte. Donc, forcément, et surtout si on remet encore la même espèce après au même endroit, on appauvrit les sols. Voilà, alors, un mot sur la manière dont je préférerais qu'on puisse satisfaire nos besoins en bois en France. Je crois que les vraies forêts, celles qu'on appelle forêts naturelles, il faudrait les mettre sous protection forte, peut-être en libre évolution. Je ne veux pas être idéologiste. Si il y a des raisons particulières, si c'est absolument nécessaire, il faut savoir les exploiter. Mais à ce moment-là, il faut utiliser des méthodes très respectueuses, très douces. Je pense notamment à ProSilva. Ça mène à des futaies irrégulières, des futaies jardiniers, etc. Mais le mieux pour ces forêts naturelles, qui sont minoritaires en France, les plantations sont plus abondantes, la libre évolution serait la meilleure solution. Pour les plantations, il me semble qu'elles pourraient couvrir nos besoins en bois. Je ne suis pas adversaire des plantations parce qu'on a besoin de bois. Ce qui me gêne, vous voyez, ce contre quoi je voudrais plaider aujourd'hui, c'est contre la confusion entre forêt et plantation. Ceux qui font des plantations, ils aimeraient bien nous faire croire que rien n'a changé et qu'on est toujours devant une forêt. Là, je ne suis pas d'accord du tout. En 30 secondes, si ça ne vous ennuie pas, Claire Novak, une réaction. Je vous rends la parole après, Francis Allais, ou pour être exact, c'est Joséfa Lopez qui va vous la rendre en se faisant l'écho des questions qui sont posées par les spectateurs de ces étages zéro. Donc, juste une petite réaction là-dessus. Les plantations peuvent devenir de vraies forêts. Quand on plante en Île-de-France, ce n'est pas une essence, c'est 5 essences par hectare, auxquelles s'ajoute évidemment tout ce que la nature donne gratuitement, le sycomore, le bouleau, les fruitiers forestiers, qu'on va garder tout au long de cet écosystème. Donc les forêts dans lesquelles on se promène aujourd'hui, il y a 150 ans, très souvent, elles ont été plantées. Personne aujourd'hui ne viendrait dire que ce sont de fausses forêts. Donc c'est cette notion d'artificiel à naturel qui est vraiment mêlée. Mais qui est centrale pour vous. Oui. Merci beaucoup. Joséfa, je te rends cette place. À travers toi, je vous donne la parole. Et je corrige une erreur que j'ai commise. Finalement, Anne-Laure Cattelot sera bien avec nous tout à l'heure en visio pour participer au débat. On le remercie et vous pourrez la retrouver. Joséfa. Il ne veut plus partir. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, à ceux qui continuent de nous suivre. Merci à vous d'être parmi nous. Je relève vos questions grâce à mes acolytes en coulisses qui les réceptionnent et qui me les transmettent. Alors, je vais vous les poser. On a à peu près 10 minutes pour y répondre. La première peut-être à Francis Allais. Selon vous,
c'est une question de Benjamin, une forêt préservée doit-elle être une forêt où l'homme ne pénètre pas? Difficile à prononcer. Et est-ce que c'est possible? Certainement pas, et c'est pas souhaitable. Les forêts, c'est à nous, c'est à tout le monde. C'est un bien commun, donc on doit pouvoir y pénétrer. Votre avis sur cette question? Parfaitement d'accord. La forêt, aujourd'hui, les forestiers existent parce que la société a des attentes sur la forêt. Et une de ces attentes, c'est de pouvoir y avoir accès. On a besoin d'avoir accès à ce monde naturel. C'est extrêmement important. Ce serait se couper de ce qui est sans doute le plus précieux en nous si on faisait des forêts, des sanctuaires dans lesquels on n'avait pas le droit d'aller. On continue peut-être avec vous une question de Julie. Alors c'est un peu long, donc je me lance. Doit-on adopter une vision moins anthropocentrée sur la capacité d'adaptation de nos forêts face au changement climatique et faire davantage confiance aux vivants? Est-ce qu'il faudrait moins intervenir dans les forêts? C'est une très très bonne question. Donc l'homme intervient par rapport au changement climatique de deux façons. On fait de la réparation quand l'écosystème a pris des chocs qui étaient très forts, mais surtout on fait de l'accompagnement. La devise de la forêt française, c'est imiter la nature et hâter son œuvre. C'est-à-dire que le forestier n'est là que pour comprendre où irait naturellement l'écosystème et en lui donnant des coups de pouce à l'aider à y aller plus vite. Donc s'il n'y a pas besoin, on n'intervient pas. S'il n'y a pas besoin d'intervenir et que la forêt peut fournir toute seule tout ce qu'on lui demande, il n'y a pas de raison pour nous d'y intervenir. On intervient seulement pour prendre de la forêt ce que la société nous demande aujourd'hui, mais surtout, et c'est ce qui est central dans notre action, on essaye d'anticiper les droits de la postérité, les droits, les demandes des générations futures. Donc une forêt résiliente, comme disait M. Allais, c'est une forêt qui est forcément très très diverse, parce qu'elle doit être capable de donner ce dont on a besoin aujourd'hui, mais surtout de donner ce dont on aura besoin demain, dans un contexte qui va être encore plus incertain. Donc vraiment, le rôle du forestier, c'est de maintenir ces écosystèmes dans l'état le plus résilient possible. Francis Allais, une question qui s'adresse à vous, une question de Muriel. Y a-t-il un exemple de forêt qui, pour vous, serait la forêt idéale? Alors peut-être qu'elle existe, mais en tout cas, si elle n'existe pas, quelle serait pour vous votre forêt idéale? Ça dépend de la latitude. Moi, j'aime bien les forêts primaires parce que c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus résilient et de plus riche en biodiversité. Alors, si on est dans les tropiques, il y a encore le choix. Si on est aux latitudes tempérées comme nous, je dirais la forêt de Białowieża en Pologne, dans l'est de la Pologne. Voilà, c'est ce que j'ai vu de plus beau en Europe en matière de forêt. Je vous vois confirmer, Claire Neuviac. La forêt de Białowieża, voilà, vous l'aurez deviné dans mon nom de famille, effectivement, la forêt de Białowieża, c'est quelque chose qui me parle un peu. Mais la forêt idéale, pour moi, c'est une réponse vraiment sentimentale, mais c'est celle dans laquelle j'ai grandi, puisque la forêt, pour moi, c'est une passion, c'est un métier, c'est très très fort, on ne fait pas ces métiers-là par hasard, et c'est la forêt dans laquelle on allait, derrière chez moi, avec mon grand-père, ramasser des myrtilles. Parce que c'est cette première idée, cette première impression de ce que peut être la forêt, qui vient d'écosystèmes qui sont parfaitement communs d'un point de vue biodiversité, parfaitement ordinaires, mais qui ont une charge imaginaire qui est tellement puissante qu'elle nous ouvre des mondes. Une question un peu peut-être politique, en tout cas on va parler chiffres. 200 millions d'euros d'investissement pour soutenir les forêts. Alors, pour nous, simples mortels, ça nous paraît beaucoup, mais est-ce assez ? Finalement, c'est assez peu en regard des besoins, des surfaces qui sont frappées par ces phénomènes de dépérissement. Donc le changement climatique en est une des causes. Évidemment, c'est un facteur d'accélération très fort. Et donc nous avons aujourd'hui des centaines de milliers d'hectares en France qui subissent des chocs répétés de plus en plus forts, de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, et qui nécessitent ces opérations de reconstitution, de réparation, qui sont assez effectivement intenses. Donc ce sont des moyens dont la forêt a grand besoin, effectivement. Mais c'est suffisant ? C'est jamais suffisant. Ce ne sera jamais assez, évidemment, mais on va déjà faire avec. Francis Allais, une question de Benoît. Face à ce qu'il se passe dans certains pays, on ne va pas citer le Brésil, mais on pourrait. Je pense que c'est l'objectif de cette question. Est-ce qu'il faudrait prévoir une législation mondiale pour gérer et protéger les forêts ? C'est-à-dire quand on voit ce qui se passe en Amazonie, de loin, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Au final, voilà, ça se passe dans le pays. Est-ce qu'il faudrait une législation globale ? Je peux répondre à ça ? Allez-y, c'est à vous que s'adresse cette question. Oui, d'accord. Alors écoutez, il y a quelque chose qui me choque. C'est que la forêt, elle est entre les mains de l'agriculture. C'est vrai en France, nos forêts dépendent du ministère de l'Agriculture, et c'est vrai au niveau mondial, puisque la FAO, c'est Food and Agriculture Organization. Donc ça dépend de l'agriculture.
À mon avis, la forêt n'a rien à faire là-dedans. On pourrait laisser entre les mains de l'agriculture les plantations, qui sont de l'agriculture et qui en sont de plus en plus d'ailleurs. Mais par contre, les forêts, il faudrait un organisme qui serait chargé exclusivement des forêts et qui serait beaucoup plus proche de l'écologie et des travaux sur la biodiversité et contre le changement climatique que de l'agriculture. Voilà. Claire Noviac, votre avis sur cette question? Eh bien, je rejoins un petit peu la personne qui pose cette question, dans le sens où ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'exporter nos externalités négatives. C'est-à-dire de faire en sorte que les forêts françaises, c'est la forêt de la promenade, c'est la forêt de la protection. En attendant, le bois de ce bâtiment, on en a toujours besoin. Et la pire chose qu'on pourrait faire, c'est d'aller déléguer à des écosystèmes lointains, loin des yeux, loin du cœur, ce rôle de production, en segmentant et en disant chez nous, on protège, on promène, mais surtout on ne produit pas. Il faut cacher ces zones-là. Non, notre honneur, c'est de produire là où on consomme. Évidemment, Paris ne peut pas complètement se satisfaire du bois produit en Île-de-France, et ce n'est pas l'objectif, mais c'est de dire qu'il ne faut pas se décharger de nos responsabilités à l'extérieur. Et donc ce rôle de multifonctionnalité, il est aussi là pour ça. C'est une éthique de la responsabilité vis-à-vis de l'écosystème. On consomme, donc on doit prendre ce qu'on peut chez nous. Et ce serait effectivement bien d'avoir à un moment donné, pour tout ce qui concerne le climat, les fleuves, les océans, les forêts, des autorités qui s'appuient sur des constats scientifiques et qui puissent légiférer de façon beaucoup plus cohérente au niveau global. Une dernière question peut-être sur Marie, une citoyenne qui nous dit qu'elle ne comprend pas certains choix qui ont pu être pris. Par exemple, elle nous cite les coupes rases en forêt de Fontainebleau, des arbres au point bleu abattus, des chênes multicentenaires remplacés par des résineux. Comment expliquer justement ces choix-là? Peut-être un mot de chacun avant que je vous quitte. Claire Noviac? Eh bien, en fait, en forêt, toutes les interventions qu'on fait, elles ne sont jamais dictées par la demande. C'est toujours une politique de l'offre, c'est-à-dire qu'on planifie notre action avant de la faire. On inventorie les forêts, on déroule sur 20 ans des plans de gestion, et ensuite les forestiers rentrent dans chaque parcelle, regardent chaque arbre, et en Île-de-France, c'est vraiment une gestion arbre par arbre, puisque c'est la gestion en futée irrégulière dont parlait M. Allais en citant Prosilva, c'est ce qu'on fait depuis 2017, et chaque arbre est sélectionné par un forestier. Donc ces choix-là, moi je peux les expliquer, le mieux où je peux les expliquer, c'est quand je suis dans la forêt avec la personne pour lui montrer pourquoi on a pris cet arbre par rapport à l'autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours une bonne raison. Ce n'est pas le bûcheron qui va prendre son arbre, c'est toujours le forestier, dans le cadre d'une action à long terme, qui sélectionne des arbres à couper et les arbres à laisser. Francis Allais, toujours une bonne raison de couper un arbre. Vous êtes d'accord avec cela? Non, je constate que l'être humain fait plutôt des bêtises que des bonnes choses dans la forêt. Je voudrais rappeler qu'il y a des forêts sur cette planète depuis le Dévonien, c'est-à-dire 350 millions d'années, et l'être humain n'était pas du tout là pour s'en occuper. Cependant, les témoignages fossiles sont éloquents. C'était les plus belles forêts qu'on ait jamais eues sur la planète. Merci beaucoup, merci à vous deux, merci de nous suivre et continuez à nous envoyer vos questions. Et donc je redonne la parole à mon acolyte Emmanuel Davidenkoff. Merci beaucoup Josépha. On retrouve quelques images Merci beaucoup Francis Allais, Claire Noviac, et on retrouve quelques images de la série de Julien Daniel. Le temps de changer de plateau et de vous partager quelques-unes des questions qu'il souhaitait poser avec ce travail. Je cite Julien Daniel, le photographe. Ce site à Romainville donc, et son histoire nous interroge sur le rapport que nous entretenons avec la nature, particulièrement lorsque nous habitons en ville. Comment appréhender un lieu sauvage comme celui-là ? Faut-il nécessairement domestiquer la nature, la contraindre ou la laisser s'épanouir sans intervention humaine, sans aménagement ? Comment la ville coexiste avec la nature ? Vous aurez reconnu beaucoup de questions qui parcourent ces états généraux depuis le début. Et c'est justement ce travail que Julien Daniel voulait rendre sensible avec ses photographies.